C'est la 59e édition du Club de la Presse, avec une semaine assez animée en actualité et deux sujets. On aurait aimé en traiter plus tant l'actualité au Burundi était chaude. Le premier, c'est la réponse du berger à la bergère. Yoweri Museveni n'a pas mis les gants pour réagir à la lettre de Pierre Nkurunziza qui exigeait d'organiser un sommet extraordinaire des chefs d'État de l'EAC pour discuter des problèmes entre le Burundi et le Rwanda. En lieu et place, c'est une véritable leçon en matière de résolution de conflits que Museveni lui a faite en lui rappelant notamment que la situation actuelle du Burundi est due au non-respect de l'accord d'Arusha dont les pays de la sous-région sont les premiers garants et en l'appelant à accepter de négocier avec ses adversaires. Une missive qui a pris de court tellement de monde que l'on a longtemps cru qu'elle était fausse. Est-ce que cette lettre vient sonner le glas de la résistance du président burundais? L'autre sujet, c'est la décision du gouvernement de vendre les maisons qu'il qualifie par le biais de la ministre de la Justice, Aimée Laurentine Kanyana, de cache d'armes. C'était hier alors qu'elle participait à une visite de site qu'un récent film de la BBC avait identifié comme étant des lieux clandestins de torture et d'exécution d'opposants. Une descente à laquelle avaient été conviés, tenez-vous bien, les diplomates accrédités à Bujumbura avec comme but de démentir le contenu du documentaire. Et justement, l'une des maisons visitées à Kinindo, quartier au sud de la capitale Bujumbura, a ainsi été qualifiée de cache d'armes. Une décision qui, visiblement, est loin de rassurer, surtout des Burundais exilés ayant des biens immobiliers au Burundi. Deux invités pour en parler. D'abord, Bob Rugurika, directeur de la radio publique africaine. Bonjour. Bonjour Franck, et merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté notre invitation, comme d'habitude par ailleurs. Absolument. Et le nom moins connu sur nos plateaux, Emmanuel Nyangurutse, ancien sénateur. Bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue également. Merci beaucoup. Bob, directement sur ce premier sujet, on a longtemps cru que Museveni était un des soutiens inconditionnels de Nkurunziza. Est-ce que sa lettre signifierait-elle qu'il lui tourne le dos? Pas du tout, pas du tout. J'en fais une autre lecture tout à fait différente par rapport au contenu de la correspondance de Museveni. Parce que comme vous venez de le dire, depuis le début de la crise, et ça c'est mon analyse, il s'est avéré que Museveni, le président ougandais, qui est en même temps le médiateur dans le conflit burundais, reste le principal soutien de Nkurunziza dans cette crise. Donc, Museveni reste l'allié incontournable de Nkurunziza, bien sûr, contre des centaines de milliers de Burundais exilés, des centaines de milliers de Burundais victimes de la tyrannie de Bujumbura. Donc, tout à l'heure, je vous disais que j'en fais une autre lecture du contenu de la lettre de Museveni. C'est vrai que au regard de la lettre, du contenu de la lettre, il apparaît que Museveni maîtrise très bien le conflit burundo-burundais. Il apparaît que Museveni est suffisamment outillé pour résoudre la crise qui dure, la crise qui a emporté des milliers de Burundais. Mais en pratique, on voit que Museveni ne fait rien, sa médiation a complètement échoué. Et pourtant, c'est la première fois qu'il prend une telle position. Non, ça c'est ce que je peux appeler de la poudre aux yeux. Une stratégie de distraire d'abord l'opposition burundaise et une stratégie de distraire la communauté internationale dans son ensemble qui a actuellement le ras-le-bol par rapport au non-avancement du processus de dialogue inter-burundais. Je comprends bien votre point de vue et c'est peut-être sans doute pour cela qu'on a longtemps cru, quand on a vu la lettre, que c'était une fausse lettre et que ce n'était pas lui qui l'avait écrite. Ah non. D'après ce que j'apprends, c'est une lettre émanant effectivement de la présidence ougandaise. Mais certainement qu'elle est authentique. Oui, c'est ce que j'apprends. Sauf que bien sûr, il y a quelques incohérences dans la lettre où quand Museveni veut parler du CNDD-FDD, il parle de la CNDI. On ne sait pas si c'est fait sciemment. Non, mais c'est parce qu'il réagissait en fait à la correspondance du président qui parlait, qui disait que la CNDI avait déjà tout fini, notamment sur le plan du dialogue. Donc voilà. Donc pour un peu conclure mon analyse et ma lecture,
qui reflète tout à fait ma lecture de la situation. Museveni, en s'adressant de la manière à Nkurunziza, voudrait quand même cacher le « je t'aime moi non plus » qui est entre Nkurunziza et Museveni, et d'ailleurs Mukapa. Donc aujourd'hui, Museveni est au courant que la communauté internationale est tellement révoltée du non-avancement du processus de dialogue. La communauté internationale voudrait faire muter le processus de dialogue de la communauté est-africaine présidée par Museveni à l'Union africaine et aux Nations Unies. Et donc pour ça, Museveni doit essayer de protéger son ami Nkurunziza en montrant qu'il n'est pas totalement avec Nkurunziza, qui n'est pas totalement complice de Nkurunziza et qu'il peut toujours changer les choses. Au fait, c'est ça le message de la lettre de Museveni. Cette lettre n'est pas adressée à Nkurunziza pour moi. Cette lettre est adressée à la communauté internationale pour dire: attendez-moi un peu, vous voyez que je peux toujours presser Nkurunziza pour aller aux négociations, alors qu'en réalité, il n'en est pas ainsi. Et donc, pour vous, il a pris les devants par rapport à la au positionnement actuel de la communauté internationale. Emmanuel Ngengurutse, quel sens donnez-vous à cette lettre de Museveni? Bon, a priori, la lettre est pleine de bonnes choses et de bonnes intentions pour aider à résoudre la crise burundaise. À un certain moment, on pensait que Museveni ne connaissait pas les tenants et les aboutissants de la crise burundaise. Mais de par cette lettre, on constate qu'il la connaît très bien. Et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant parce qu'il a été le président de l'initiative régionale depuis longtemps. Maintenant, il le rappelle même dans la lettre, depuis pratiquement Mwalimu Nyerere. Oui, il est sur la fin des années 90. Il essaie de se jeter des fleurs. Bon, voilà. Sinon, dire maintenant que les choses vont changer, attendons, on va voir. Les prophéties positives dans cette région, dans cette médiation en particulier, il faut attendre leur concrétisation. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux tard que jamais? Pourquoi vous dites que tard que jamais? Vous êtes déjà sûr qu'il va réellement amener Nkurunziza à négocier? Non, par rapport notamment au ton utilisé dans la lettre, qui paraît être une première par rapport dans les relations entre Museveni et Nkurunziza. Je ne me satisfais pas des tons. Je me satisfais des paroles, plutôt des gestes concrets, des actes qui aboutissent à des résultats concrets. Ça fait 3 ans quand même qu'il est à la tête de la médiation. Et les gens meurent chaque jour. Comptez les gens qui sont morts depuis qu'il est médiateur. On y reviendra parce qu'il en fait état dans sa correspondance. Ben oui, donc attendons, voir surtout le sommet du 27. Si réellement il y va être conséquent avec lui-même et demander au chef d'État et de gouvernement de la East African Community qu'effectivement on fasse la pression voulue sur Nkurunziza pour l'amener à négocier avec ce qu'il appelle de terroristes et tout ça. Museveni rappelle à Nkurunziza les sacrifices qu'il faut consentir pour parvenir à la paix. Cela dit, Franck, il y a des choses qu'on a beaucoup aimées. Il a dit, écoutez, moi j'ai négocié avec ce que vous appelez des terroristes, des gens des auteurs de coups d'État, et nous sommes maintenant au gouvernement, et grâce à cela, nous sommes au gouvernement ensemble, et grâce à cela, nous avons la stabilité en Ouganda. Deuxième chose que j'ai beaucoup aimé, il a dit, ne comparez jamais ceux qui tentent des coups d'État et les génocidaires, parce que lui, Nkurunziza disait, il faut demander aussi à Kagame de négocier avec les Interahamwe. Si vous me demandez de négocier avec mes opposants, voilà. Pourquoi toujours moi et pas les autres? Et pas les autres. Mais il dit, attention, ne faites pas de confusion dangereuse, parce que j'ajoute dangereuse,
parce que les génocidaires, eux, ils veulent exterminer. Il a donné cette définition, effectivement, dans la lettre. Oui. Pendant que ceux qui tentent le coup d'État, ils essaient de récupérer le pouvoir par des moyens non démocratiques. Vous ne pouvez pas les comparer. J'espère qu'il a compris une fois pour toutes. il vient de le dire, Emmanuel. Museveni rappelle effectivement à Nkurunziza les sacrifices qu'il faut consentir pour parvenir à la paix. Entre autres, et accepter de dialoguer avec ceux qu'il qualifie de putschistes et de terroristes. Un tournant en vue pour voir Nkurunziza venir enfin sur la table des négociations, Bob? Je ne pense pas que la correspondance de Museveni va absolument, nécessairement amener Nkurunziza à la table des négociations. Vous êtes vraiment pessimiste, hein? Pas du tout pessimiste, c'est parce que je connais ce régime. Je connais ce régime pour avoir beaucoup travaillé sur les crimes de ce régime. J'ai beaucoup d'informations en provenance des gens même autour de Nkurunziza. Là, je vais dire des cadres de son parti, au sein des DFDD, qui ne sont pas du tout d'accord avec ce que Nkurunziza et sa clique sont en train de faire subir au Burundi. Donc, c'est pour cela que je ne crois pas que c'est cette vraiment correspondance qui va amener Nkurunziza à la table de négociation. Ce qui va un jour amener Nkurunziza à la table de négociation, effectivement, ce sera la pression de la communauté internationale, la pression ou les sanctions. Ce sera le rapport de force qui pourra, l'équilibre des rapports de force qui pourra s'installer à Bujumbura, donc au Burundi. Parce que tant que Nkurunziza va continuer à utiliser la violence seul comme moyen de gestion du pouvoir, seul, sans qu'il y ait un retour d'autres qui le dérangent sur ce terrain de la violence, Nkurunziza ne va jamais accepter de parler à qui que ce soit. Donc, pour moi, aujourd'hui, tout ce qui se fait, que ce soit la correspondance de Museveni, que ce soit les propos, j'ai entendu, du soi-disant ombudsman burundais qui appelle le Burundi, le gouvernement, à répondre au prochain round, au sommet du 27 décembre 2018. Je trouve qu'il y a une sorte de contradiction au niveau de la procédure, au niveau même des démarches. Donc, comme disait tout à l'heure mon ami honorable Ngengurutse, attendons voir ce qui va sortir de ce sommet du 27 décembre, si une fois il a lieu. Sinon, comme le disait également Emmanuel, je pense que on attend des gestes et des actes concrets de la part de la médiation de Museveni et de la facilitation de Mukapa. Mais encore une fois, ce qui est tout à fait contradictoire, le facilitateur Mukapa a déjà annoncé la fin, la clôture même du dialogue interburundais. Et je me demande qu'est-ce qui sortira de ce sommet des chefs d'État du 27 décembre. Peut-être s'il y a des mesures vraiment contraignantes Nkurunziza à venir à la table des négociations, s'il y a des mesures qui obligeront Nkurunziza à ouvrir les portes pour une voie de sortie de crise, là on dira... Moi, personnellement, je dirais, je me suis trompé sur la bonne foi de Museveni. Sinon, moi, je continue à affirmer que Museveni reste le principal allié de crime, d'ailleurs, de Nkurunziza. Je rectifierai peut-être un peu. Mukapa n'a pas dit que le processus de dialogue était fini. Lui, il a dit... Moi, j'en ai fini avec le dialogue. C'était juste de son côté, mais c'est juste une nuance. C'est pour effectivement ne pas semer de la confusion dans l'esprit de ceux qui sont en train de nous suivre. Le président ougandais et médiateur dans la crise burundaise parle d'un mouvement qui use de violence sans distinction en tuant femmes, enfants, vieillards et citoyens désarmés, mais sans le nommer. Ferait-il allusion au sein des DFDD, Emmanuel? Ben, je ne suis pas dans son cœur pour connaître ce qu'il a voulu dire, mais de toute évidence, il y a des ressemblances, certaines de ce qu'il décrit avec ce que le CNDD-FDD au pouvoir à Bujumbura est en train de faire depuis
sa rébellion d'ailleurs. Et en particulier, depuis avril 2015 jusqu'aujourd'hui. En fait, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. En fait, si vous lisez, si vous vous souvenez bien, lorsque vous lisez la lettre vers la fin, il insiste en disant je vous rappelle, c'est vrai que ce n'est pas dans la lettre que vous m'avez envoyée, mais je vous rappelle que gouverner, ce n'est pas gouverner pour un seul groupe, hein, même une rébellion de libération gouverne pour tous les citoyens. C'était quand même... il le sait parce qu'il est venu d'une rébellion, lui. Et il gouverne différemment. Mais c'est quand même assez significatif. C'est très significatif. C'est pourquoi dans la lettre, il y a de très bonnes choses, il y a de très bonnes intentions, mais on attend leur concrétisation. Mais il y a de très bonnes choses, il y a de très bons principes que si nous les écrivions, les problèmes burundais allaient prendre fin prochainement. D'ailleurs, mais lui, il le sait parce que je ne pense pas que sa rébellion, la rébellion du mouvement national de résistance ougandais, et piller et tuer, et vieillard et enfants, toute sa femme, non. Et quand il est arrivé au pouvoir, il a gouverné pour l'intérêt de tout le monde. Enfin, par rapport à ce que Nkurunziza est en train de faire. Mais lui, Nkurunziza, je pense qu'il n'a pas encore quitté la forêt. Il continue ses pratiques de la forêt. Hein? Donc, la forêt, vous savez, la loi de la forêt. Donc, c'est un rebelle et non un président. C'est un rebelle. Il se rebelle même contre les rois de la République qu'il gouverne. Donc, il gouverne, mais il se rebelle contre les lois, contre l'ordre public. Non, mais quand vous tuez les gens que vous êtes censés protéger, qu'est-ce que vous faites? Vous vous rebellez contre l'ordre public que vous êtes censés protéger, établir, consolider et réellement développer. Et lui, en fait, il n'a pas quitté l'esprit de forêt. Parce que la loi principale de la forêt, c'est quoi? C'est le plus fort. C'est la loi de la jungle. Est-ce qu'aucune loi au Burundi n'est respectée? Aucune. Il a commencé par la loi suprême, la Constitution. Il viole ces dispositions fondamentales. Si quand même. Il y a des lois qu'il respecte. Lesquelles? Les siennes. Ah, ce ne sont pas des lois de la République, ce sont des lois de groupe, de la tribu CNDD-FDD. Et là, j'exagère même quand je dis CNDD-FDD. Parce que réellement, comme l'a si bien dit mon ami Pope, c'est une petite crique qui a braqué les institutions de l'État. Ce sont des voyous qui sont, qui ont braqué les institutions de l'État. En plus. Ce sont des braqueurs, des braqueurs qui ont saccagé toutes les institutions de l'État et qui utilisent leur propre loi, la loi de la jungle. Le plus fort mange le petit. C'est clair. Aucune loi. Donc, la remarque du président Museveni vient très bien à propos en ce qui concerne la gouvernance CNDD-FDD au Burundi. Bob, pensez-vous que Nkurunziza ira au sommet du 27 décembre? Permettez-moi d'abord d'apporter une nuance par rapport à ce que vient de dire notre collègue Emmanuel. Nkurunziza a quitté la forêt géographiquement parce que Dora Kibira, maintenant, il s'est installé très bien à Kiriri, au palais présidentiel. Seulement, effectivement, c'est la forêt qui ne l'a pas quitté parce que la forêt vit en lui, Nkurunziza, effectivement. Et en lui, c'est vraiment la forêt. Il pense qu'il va dévorer tous les petits animaux, les petits journalistes et les petits défenseurs des droits de l'homme et les petits opposants. En fait, c'est ça comme ça. Voilà. Excusez-moi ça. Alors, d'abord, Nkurunziza, comme vous le dites, Nkurunziza n'ira pas au sommet. Ça, j'en suis presque sûr. Nkurunziza n'ira pas au sommet parce que Nkurunziza ne sort plus du pays. Nkurunziza est devenu la risée du monde. Nkurunziza, il craint. Et ce qui est très important, Franck, les gens se posent la question de savoir, mais pourquoi Nkurunziza ne sort plus du Burundi, puisqu'il nous avait habitués dans les années passées à voyager sur l'Inde en apportant des prix, des faux cadeaux, des faux prix, je ne me rappelle pas de quoi il s'agissait. Mais c'était des cadeaux quand même et des prix. Ça je sais qu'il les achetait, ça je sais qu'elle lui-même organisait ça. Est-ce que vous pensez être au courant de ce qui fait qu'il ne sorte plus? De ce qu'il fait?
Ce qui fait qu'ils ne sortent plus Ah du non, pays. non, c'est parce que Nkurunziza, au fait, il sait qu'il occupe la présidence illégalement. Nkurunziza sait que c'est un président anticonstitutionnel. Il a été élu. Pas du tout, mais qui l'a élu? Franck, qui l'a élu avec un demi-million de citoyens en exil. Qu'il a élu avec une CENI pourrie, une CENI qui n'a rien de démocrate, de démocratique. Voilà. Donc, ça, je voulais dire que Nkurunziza n'ira pas au sommet du 27 décembre parce que Nkurunziza sait qu'en réalité, il n'est pas un chef d'État. Comme disait l'honorable, c'est un braqueur qui a pris en otage les institutions de l'État. Et puis, ce qui est très intéressant dans ça, Nkurunziza n'a pas peur du Sénarède. Nkurunziza n'a pas peur de ces mouvements Robert Loré de Tawara, le Forebourg, le FPB et j'en passe. Ah, parce qu'il est très fort. Nkurunziza a peur de ses amis-là, les Bunyoni, les Primes, les Ndakugarika, les Steve. Nkurunziza sait très bien qu'une fois il se déplace sans ces hommes, automatiquement, ils vont maintenir à l'extérieur du Burundi, ils vont occuper la présidence et puis ils vont au moins, eux, œuvrer dans le sens de l'apaisement. C'est ce que je pense. Mais pas bien sûr Bunyoni ou Ndakugarika, mais il y a d'autres cadres du CNDD-FDD, d'autres cadres de l'armée. Qui ne rêvent que de ça. D'autres cadres de l'armée et de la police qui ne rêvent qu'à apaiser le Burundi, qu'à ramener leurs collègues des frondeurs du CNDD-FDD. On le sait. Et ce sont ceux-là dont Nkurunziza a peur, en fait. C'est ça qui est très intéressant. Et donc, il n'a plus confiance en son entourage, en qui que ce soit. Non, pas du tout. Nkurunziza, c'est un homme solitaire, c'est un criminel en puissance seulement, puisqu'il est parvenu quand même à créer sa milice d'une dizaine d'hommes, de jeunes désœuvrés, de jeunes délinquants qu'il parvient à instrumentaliser, à envoyer tuer les gens. Et ça, quand même, c'est une réussite pour lui. Mais en même temps, c'est un échec pour nous, les gens de bonne foi, les acteurs positifs, puisqu'il a construit cette milice. On était là, on voyait, mais personne vraiment n'avait prévu ce que pourra être cette milice. Parce qu'aujourd'hui, c'est cette milice qui le maintient au pouvoir. Ce n'est ni l'armée ni la police. On a compris votre position à tous les deux, et donc on passe... la dernière sortie qu'il a fait à l'extérieur du pays, la seule, il a fait à la frontière juste. Oui, c'était sur la frontière. Sur la frontière. Et il a amené tout le monde à bord. Oui, oui. Parce que... le ministre de la Défense, son chef d'état-major, le ministre de la Sécurité, tous ceux qui sont de la police, tout, avec lui pour qu'il ne puisse pas le remplacer. Il le remplacerait parce que, illégalement, parce que lui aussi il est égal. Il est illégal. Par conséquent... on a compris votre position tous les deux. On passe au deuxième sujet avec l'annonce de la ministre de la Justice que les maisons qui ont servi de cache d'armes seront vendues aux enchères. Quel effet vous a fait cette déclaration, Bob? Bon, écoute, moi, les annonces du CNDD-FDD, les annonces de ce qu'on appelle les ministres de la Justice, ça ne me surprend jamais. Parce que moi, je m'attends par contre au pire que ces gens vont commettre. Et je me bats. Et quel est ce pire? Écoute, ces gens ont déjà fait des milliers de morts. Mais écoute, si on ne parvient pas à les empêcher, à les arrêter, ces gens commettront le pire. Le pire, c'est quoi? Ça veut dire qu'un jour, ils vont commettre beaucoup plus de morts, donc d'assassinats, de massacres. Donc c'est pour cela que je dis, moi, de ces gens, je m'attends au pire. Et c'est pour cela que moi, en tant que journaliste, en tant que citoyen de bonne foi, je me bats pour empêcher ce pire. En fait, voilà. Alors, pour revenir à ce qu'a annoncé la ministre de la Justice, tout d'abord, Madame, c'est Aimée Laurentine Kanyana. Ce n'est pas quelqu'un qui remplit des conditions pour être appelée la ministre de la Justice. Parce qu'au Burundi, il n'y a pas la justice aujourd'hui. Il n'y a que l'injustice. Il n'y a que la violation des lois. Il n'y a que la violation des procédures. Tout à l'heure, il le disait, notre ami Emmanuel Ngangouroussa, qui est d'ailleurs, qui s'y connaît dans le domaine du droit. Alors, la ministre, bon, disons, appelons-la la ministre de la Justice. D'abord, je ne sais pas si c'est la sœur, c'est la demi-sœur ou la cousine de Nkurunziza, c'est son amie, c'est quelqu'un de sa famille. Nkurunziza l'a mis là-bas juste pour être une caisse de résonance, pour annoncer
les rêves de Nkurunziza. Alors, Nkurunziza aujourd'hui rêve de diviser encore la société burundaise sur base ethnique. Donc, si aujourd'hui, Madame Aimée Laurentine annonce qu'ils vont commencer la vente des maisons qu'ils qualifient il y a un lien avec l'aspect ethnique. Mais absolument, absolument. Aujourd'hui, la démarche du système en place à Bujumbura, la démarche du régime en place, c'est de diviser les Burundais sur fond de base ethnique. Et surtout, donc appliquer le maximum d'injustice à la communauté Tutsi. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on voit, Nkurunziza, ça s'acharne contre la communauté Tutsi et tous les siens, donc tout son système. Alors voilà, pour dire ça, tout à l'heure, je pense que notre ami va développer là sur le plan du droit, il va développer ça. Mais aucune disposition légale ne permet de prendre une telle décision. De vendre des maisons d'autrui, des maisons des gens en exil, soit disant que c'est des maisons qui étaient des caches d'armes. Justement, Emmanuel, il n'y a pas eu de procès. Justement, Emmanuel, il a dit que vous y connaissez davantage en termes de droit. Est-ce professionnel de la part de la ministre de la Justice de déclarer une telle chose? Non, 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 c'est étonnant que ça provienne, qu'une déclaration puisse venir de la ministre de la Justice et garde des Sceaux. Parce qu'elle doit connaître la loi. Il est interdit à toute personne, fût-elle la puissance publique, l'État, de se saisir des biens des privés, d'autrui, pour les vendre. Il y a toute une procédure légale. C'est le tribunal qui peut, n'est-ce pas, saisir les biens d'un condamné. Un condamné. Ah oui. Lorsque cela, parce qu'on peut être condamné sans nécessairement s'exposer à verser des amendes civiles. Est-ce que maintenant l'État s'est plaint contre ces individus et il a eu gain de cause auprès de la justice? Et cette justice a pu rendre un jugement au terme duquel les biens seront saisis et vendus pour servir de compensation aux victimes. Quelles sont les victimes? D'abord, quels sont les plaignants, quelles sont les victimes civiles qui ont été condamnées? Il a parlé. Il y a rien. Et le ministre de la Justice les victimes de ces armes. Choses. Et cela démontre en fait qu'il y a un objectif poursuivi par ce régime CNDD-FDD et mon ami Bob Rugurika l'a bien dit, ils poursuivent des objectifs ethnistes, politico-ethnistes. Lorsqu'ils arrêtent et emprisonnent des gens, lorsqu'ils dressent des mandats d'arrêt pour certaines catégories de personnes bien données, ils poursuivent des objectifs politico-ethnistes. Et nul n'ignore qu'ils sont en train de commettre un génocide contre les Tutsis à petit feu. Non, pour le reste, pour les Hutus, ils commettent des crimes contre l'humanité. Et ça, c'est clair, c'est déjà référencé par les Nations Unies. Maintenant, pour les Tutsis, ça, on ne le dit pas et c'est regrettable. Il y a un génocide en cours qui est fait de manière sournoise. Lorsque on vous prive de vos biens, lorsqu'on vous prive de vos moyens de subsistance, c'est comme si on vous tuait. Le génocide, c'est pas uniquement l'extermination physique. Donc là, il y a aussi le fait de priver à cette catégorie ciblée des moyens de subsistance. Mais ça se pratique depuis, puisque systématiquement, on les exproprie. On les chasse des fonctions publiques et privées, jusque dans le privé. Ils les poursuivent, n'est-ce pas? Et maintenant, ils commencent maintenant à trouver des moyens pour exproprier tout ce qui reste. C'est ça, en fait. C'est ça le programme de ce gouvernement. Et ces gens-là ne sont pas prêts à s'amender. Normalement, comme ils avaient déjà vu qu'il y a beaucoup de preuves qui les condamnent, qui les montrent du doigt, qui sont auteurs de crimes et le plus grave, ils devaient s'amender. Au lieu de s'amender, ils s'enfoncent. Ils s'enfoncent. Et c'est ça le propre de ces gens-là,
qui ont perdu toute humanité. Je suis désolé de le dire. Ils ont perdu toute humanité. Quand vous voyez comment ils tuent des gens, en fait, ils ne veulent pas se débarrasser des ennemis, ce qu'ils appellent des ennemis, pas seulement, mais ils veulent faire souffrir l'ennemi. En le tuant de manière atroce, oui, ils attachent des gens en le privant partout dans la bouche, les bras liés derrière, et ils les coupent le sexe, les langues, tout ça. Ça, c'est propre aux animaux sauvages. Et ça, pour les humains... Mais les animaux sauvages ne torturent pas, ils tuent par nécessité. Par nécessité pour s'alimenter, uniquement. Ou pour s'assurer la protection. Mais eux, c'est par haine viscérale, en vue d'exterminer ou de diminuer les oppositions lorsqu'il s'agit de toutes, mais exterminer lorsqu'il s'agit de toutes. La déclaration a été faite, Bob, dans la démarche de démentir le contenu du récent film documentaire de la BBC qui montre, images et adresses à l'appui, pas moins de 22 sites clandestins où se pratiquent torture et exécution d'opposants. La ministre venait de visiter avec d'autres membres du gouvernement et surtout avec les diplomates accrédités à Bujumbura, une des maisons montrées dans le film. La démarche pour démentir le documentaire est-elle vraiment convaincante, Bob? Rien n'est convaincant dans ce que fait le gouvernement de facto de Bujumbura. Rien n'est convaincant, c'est effectivement des démarches enfantines, c'est des démarches désespérées de vouloir redorer son image. Parce que, vous le savez, depuis 2005, depuis que ce régime est en place en 2005, le régime n'a fait aucun bien pour le Burundi. Moi, je n'ai cessé de le dire. Le régime a toujours tué les opposants. Le régime a toujours pillé les richesses nationales. Le régime a toujours commis des injustices graves à l'endroit des ennemis désignés, notamment, d'ailleurs, chez la communauté Tutsi et des fois chez certains Hutus qui sont intransigeants par rapport aux principes universel. Alors, aujourd'hui, le régime, depuis 2015, il est impliqué dans des crimes graves contre l'humanité. C'est mentionné dans le rapport des Nations Unies. Aujourd'hui, le régime est sous enquête de la Cour pénale internationale. Demain ou après-demain, des dirigeants burundais, en particulier le président Nkurunziza, pourront être sous mandat d'arrêt international de la CPI. Donc c'est tout à fait normal, on l'a observé depuis 2015, le régime est dans la pire négation. Le régime est constitué par des négationnistes qui refusent tout, qui rejettent tout, qui nient tout. Donc c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, il s'aventure à vouloir convaincre les gens, mais vous avez vu, la démarche n'a pas été convaincante, puisque les diplomates accrédités à Bujumbura, qui avaient répondu à la convocation d'ailleurs du ministre des Affaires étrangères, n'ont pas accepté d'aller se faire manipuler sur le terrain, à la fameuse maison de torture et d'exécution. Donc, c'est un message clair de la communauté internationale pour dire: nous savons que vous êtes des criminels, nous savons que vous êtes impliqués dans des crimes graves, des exécutions. On n'a pas le temps de perdre pour aller écouter vos mensonges. C'est ça. En fait. C'est dommage que le temps nous fasse défaut pour pouvoir développer davantage ce sujet, comme d'ailleurs le premier. Et c'est ici que s'arrête cette 59e édition du Club de la Presse. Merci à nos deux invités, Emmanuel Nyangulutse, ancien sénateur, et Bob Rugurika, directeur de la radio publique africaine. Merci à tous les deux. Merci. Merci également à toute l'équipe technique. À toutes, à tous, je donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.